Bonjour à toutes et à tous. Ok, j'espère que vous allez très bien. Pour celles et ceux qui ont mangé ce midi, j'espère que vous n'avez pas mangé trop lourd parce qu'on va avoir des sujets très copieux et très variés cet après-midi. Alors, je me présente, je ne suis pas critique gastronomique, mais rédacteur en chef de Vert et je m'appelle Lou Espargilière. Et moi, c'est Juliette Kev, je suis la directrice de Vert. Qui, ici, dans cette salle, est abonné à Vert, à la newsletter ou aux réseaux sociaux? Ok, c'est bien, bravo à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Vert, c'est un média d'actualité en ligne indépendant sur l'écologie. On raconte en fait les enjeux climatiques et le vivant de manière simple et funky à travers une newsletter, un site internet et des réseaux sociaux, c'est Vert le média. On est absolument ravis et honorés, merci à Libé d'être invité en partenariat ici au Climat Libé Tour. Lou, tu vas nous raconter Ouais, quelque chose. je vais vous raconter, je prends la suite. Est-ce que vous avez remarqué que derrière les plus grosses pollutions, la déforestation, les guerres, les brutalités managériales, la domination systémique sur les femmes, les dominations en tout genre, l'inaction climatique et la croissance illimitée, il y avait un point commun, c'est qu'il y a quasiment toujours un ou des hommes dans cette histoire. C'est une question rhétorique. Et que partout dans le monde, si on pense à Vanessa Nakate par exemple en Ouganda, Tasnim Essop qui est à la tête du réseau Action Climat International, partout dans le monde, ce sont des femmes qui sont aussi à la tête de la lutte contre le changement climatique. Donc est-ce qu'on n'a pas un petit sujet ici? C'est aussi une question rhétorique. Il y en aura beaucoup aujourd'hui. Alors, on commence à le savoir, les personnes qui sont les moins responsables de la crise climatique en sont aussi généralement les premières victimes. Alors, il s'agit des habitants, des habitantes des pays du Sud, des personnes qui sont membres de communautés marginalisées, mais aussi, bien évidemment, des femmes. Et donc, les femmes qui sont parmi les premières victimes sont aussi parmi celles qui essayent le plus de résoudre la situation. Donc, quelques questions rhétoriques encore. Les hommes sont-ils voués à toujours se comporter en maîtres et possesseurs de la nature? Les femmes sont-elles condamnées à porter la charge climatique sur leurs seules épaules? La crise climatique est-elle avant tout une crise de la domination masculine? Et pour en parler, on a d'excellentes invitées aujourd'hui. Donc, on est ravis d'accueillir Souba Brunel. Souba, tu es une experte de la responsabilité sociétale des entreprises. Tu es aussi une activiste de la justice climatique et sociale. En particulier parce que Souba a créé une association qui s'appelle les Impactrices et qui œuvre à fabriquer les leaders du climat d'aujourd'hui et de demain. Et tu as aussi créé la fresque de l'équité, pardon. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est les Impactrices, tu vas nous raconter ça. Sandrine Rousseau, donc tu es économiste, députée écologiste et membre de la NUPES. Donc tu es une habituée de la castagne politique, que ce soit à l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateaux télé. Merci d'être avec nous. Et Yamina Saeb, donc tu es également économiste, tu es une spécialiste des politiques énergétiques et tu as contribué au copieux rapport du GIEC. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les rapports, allez-y, c'est tout à fait digeste également. Et tu as lancé récemment un laboratoire mondial sur la sobriété qui a été extrêmement remarqué. Je vais commencer avec toi, Yamina. Comment est-ce que les femmes sont précisément affectées par les crises écologiques et leurs conséquences sociales et économiques ? Bonjour. Alors, les femmes sont plus affectées parce que les femmes font partie de la catégorie de la société qui sont vulnérables sur le plan économique, de l'emploi, etc. Sur le plan social, en fait. Et donc, du coup, comme la crise climatique, la crise écologique affecte en premier les personnes qui sont déjà vulnérables pour d'autres raisons. Et donc, c'est une vulnérabilité supplémentaire qui vient se rajouter à l'ensemble des vulnérabilités de la société, qui sont déjà dans la société. Et les femmes font partie, c'est un groupe, si vous voulez, dans la société. Si on devait diviser la société en deux, et lorsque vous regardez les différentes vulnérabilités qui existent dans la société, vous allez trouver les femmes classées bien souvent premières, et rarement les hommes en premier. Donc si vous prenez la vulnérabilité de l'emploi, par exemple, la précarité de l'emploi, c'est souvent les femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui souffrent de la précarité de l'emploi, et la précarité de l'emploi des femmes, elle s'aggrave, on va dire, avec l'âge, au moment où les femmes ont des enfants, et puis elle
elle s'aggrave aussi s'il y a séparation, parce qu'en plus, bien souvent, les enfants, ce sont les femmes qui s'en occupent, et donc du coup, les femmes ne montent jamais très haut, hein. Elles sont bloquées parce que elles ne peuvent pas dédier autant de temps à leur carrière que les hommes. Il y a un déséquilibre immense, déjà en termes de diplomation, en termes de cursus scolaire que les filles suivent. Moi, j'étais choquée. Moi, je suis diplômée d'une école des ingénieurs militaires d'Alger, et donc j'étais choquée de découvrir qu'en France, les filles étaient orientées vers les sciences humaines, automatiquement. Au moment de l'orientation, ça se passe déjà au moment de l'orientation. Donc, au moment de l'orientation, vous avez quoi, 14-15 ans. Donc, 14-15 ans, on vous met déjà dans une case qui n'est pas une case à succès. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sciences humaines. C'est juste que dans la société d'aujourd'hui, si vous allez dans les sciences humaines, vous avez très peu de chances, il y a très peu de postes, vous avez très peu de chances d'avoir un jour un emploi qui vous permette de vivre décemment de ce que vous gagnez. Et c'est ça, le changement climatique vient juste se rajouter à toutes ces vulnérabilités-là. Et c'est pour ça que les femmes ressortent comme une catégorie vulnérable, plus vulnérable au changement climatique. Et à contrario, est-ce qu'on peut dire que les hommes sont davantage responsables de la crise climatique ? Alors, il y a des études qui montrent, par exemple, lorsqu'on regarde les causes du changement climatique, il y a des études aujourd'hui qui montrent sur, si vous prenez la nourriture, il y a plus de femmes qui virent vers plus de végétariens que d'hommes. Et donc, les hommes se revendiquent d'être carnivores, ça fait homme. Après, la même chose pour les voitures, par exemple. Les enquêtes qui existent aujourd'hui montrent que les hommes aiment bien les voitures, les SUV, parce que ça fait homme, ça s'impose, quoi. Les femmes, beaucoup moins. Après, si vous trouvez, il y a aussi des études sur la vitesse sur la route, par exemple. C'est plus une particularité masculine. Donc, il y a beaucoup de particularités masculines qui font que, en fait, c'est notre société élève les garçons de cette façon-là, de façon à ce qu'ils s'imposent comme ça. Et donc, du coup, il y a toute l'industrie qui est derrière pour les gens qui s'imposent. Automatiquement, les garçons tombent dans ce piège-là. Après, il se trouve que ces pièges-là sont des pièges à augmenter les émissions de carbone. Alors j'en entends d'ici là qui sont en train de se dire non mais pas moi, not all men. Bon, presque all men, on parle de moyenne évidemment, il y a des hommes et des femmes, ils n'ont pas tous les mêmes comportements. Sandrine Rousseau, puisqu'on parle de nourriture, de SUV et de beaucoup de choses, il y a 2 ans vous aviez fait couler beaucoup d'encre en vous exprimant au sujet du barbecue, qui est un énorme kiff pour les amateurs de saucisses mais qui est un problème pour le climat et que vous qualifiez de symbole du virilisme. Donc pour faire le lien avec ce que disait Yamina il y a une seconde, golf, jet ski, barbecue, SUV, pourquoi est-ce que les hommes ont autant besoin d'émettre du CO2 ? Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous et toutes, c'est impressionnant de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Question corollaire, pourquoi une fois qu'ils font un barbecue, ils ont besoin de m'envoyer la photo pour me montrer qu'ils le font ? Et en fait, ça c'est quand même une question. Alors, je vais tout de suite m'attaquer à cette question not all men parce que c'est une question qui revient souvent. Quand on parle ici du rapport genré au climat, en fait, on parle de la construction sociale de catégories de population et des valeurs afférentes à chacune de ces catégories sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la construction de la masculinité se fait sur des valeurs de conquête, de domination, de violence, de manger de la viande, etc. Tandis que la catégorie sociale et les valeurs qui sont afférentes à cette catégorie sociale de femmes sont sur le fait de prendre soin, d'être dans la modération, de savoir faire avec peu, d'être dans le care, etc. Et donc, qu'on s'entende bien, les catégories sociales, on n'est pas responsable de la catégorie sociale dans laquelle on est. Par contre, le fait d'être dans une catégorie sociale nous renvoie quand même à une responsabilité, d'en avoir conscience, d'essayer de la changer. Et c'est là qu'on peut parler des hommes. Ok ? Vous avez saisi le message selon lequel il y avait une petite chose à faire ? Ouais. Donc alors après, je termine sur la vraie question qui était pourquoi les hommes consomment plus. Eh bien précisément pour ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a dans la construction de la masculinité quelque chose de l'ordre de je conquiers le monde et peu importe le coût, où je m'impose
peu importe le coût. Et je regardais les compagnies pétrolières, les majors pétrolières en venant ici. Les 5 premières majors pétrolières, non seulement sont dirigées par des hommes sans trop de surprise, mais en plus, il n'y a jamais eu de femmes à leur tête. De même que les 5 principaux pays producteurs de pétrole, il n'y a jamais eu de femmes à leur tête. Et en fait, derrière cela, nous avons une réflexion à mener. Et en fait, les femmes, bon, on nous renvoie beaucoup à MeToo, etc. Mais maintenant, je pense qu'il faut passer un autre cap, et que nous sommes en train de le passer, qui est de dire, ok, non seulement on se libère sexuellement, non seulement on se libère des violences sexuelles, mais derrière, on va libérer la planète de l'emprise des hommes. Et là, on a besoin des femmes, beaucoup, militantes. Ce qu'on a vu pendant cette folle séquence sur le barbecue, c'est aussi que non seulement les hommes en moyenne mangent plus de viande et donc émettent plus de CO2 comme ça, mais en plus ils décident de ce qu'on a le droit de débattre ou pas débattre dans l'espace public. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est l'espace de ce qui est dissible ou débattable. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire que non seulement les hommes ont des comportements problématiques, mais qu'en plus ils interdisent qu'on en discute? Oui, en fait, je parlais de la photo des barbecues pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai quand même subi 2 ans de cyberharcèlement extrêmement intensif. J'ai croisé une chercheuse européenne qui m'a dit que j'étais la personne d'Europe la plus cyberharcelée à un moment lié à cette affaire de barbecue. Donc, en fait, le cyberharcèlement, la décrédibilisation, l'attaque systématique sur l'ensemble des plateaux, jusqu'à Michel Sardou qui vient en parler dans des concerts. Non, mais à la fin, ça décrit quelque chose qui est que on fait corps, on fait société contre une personne ou contre le propos qu'elle tient, sur lequel on se rassemble pour le décrédibiliser. Et ça, ce sont des effets de meute, et c'est précisément contre cela qu'il va nous falloir réfléchir sur comment contrecarrer ça et comment faire en sorte que nous ayons du poids dans le débat public. Et en effet, ma technique politique, qu'on peut aimer ou pas aimer, je ne vous demande pas d'être en adhésion, mais qu'au moins vous la compreniez, c'est d'ouvrir ces fenêtres d'Overton pour qu'on parle des sujets. Et la vérité, c'est qu'il y a eu une étude récemment sur la consommation de viande et le rapport genré à cette consommation de viande, dont je rappelle quand même que les hommes en consomment 50% de plus que les femmes, et que si vous diminuez votre consommation de viande, c'est l'équivalent de ne plus prendre l'avion, de faire uniquement du covoiturage, de prendre uniquement du vélo en ville, etc. Donc en fait, la diminution de viande est le geste individuel qui a le plus d'impact. Et donc cette étude sur la viande a eu un écho à la une de tous les journaux, dont je pense quand même que s'il n'y avait pas eu un débat avant sur le barbecue, le virilisme, etc., ça n'aurait pas eu cet impact-là. Donc du moins, peut-être je me rassure comme ça, mais je pense qu'il y a aussi une question de comment on pénètre, comment on influe, comment on rentre dans le débat politique. Yamina Saeb, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation des garçons pour qu'ils se sentent à ce point-là fondés à se servir, à piocher, à dominer donc les personnes vulnérables, les ressources naturelles, les écosystèmes? Alors, je vais vous raconter un truc très personnel. Quand on avait fait l'échographie, on nous a dit que notre bébé était un garçon. Ma réaction était une fille, je sais comment faire pour qu'elle se débrouille, mais un garçon, pour qu'il se comporte bien, ça, je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, c'est très difficile dans la société d'aujourd'hui d'élever les garçons ou d'élever les filles de façon à ce qu'elles soient suffisamment fortes pour s'imposer, et d'élever les garçons de façon à considérer l'autre moitié de la société. Et ce sont tous les éléments. Ça commence, vous savez, quand vous allez faire les courses pour les enfants, les vêtements par exemple, il y a tellement de produits pour les filles et très très peu pour les garçons. Donc en fait, les filles, elles sont déjà utilisées pour qu'elles soient vitrines, si vous voulez, pour les autres. Et pour les garçons, c'est la même chose. Quand vous allez acheter les jeux, même aujourd'hui, quand on vous dit les jeux non genrés, mais en fait, lorsque vous allez dans les boutiques, toujours, on vous pose la question, c'est un garçon ou une fille? Et à chaque fois qu'on vous pose la question, ça veut dire que la société n'a pas avancé. Et donc, si c'est un garçon ou une fille, comment est-ce que vous allez acheter une poupée pour un garçon, par exemple, pour qu'il fasse le papa, quoi? Et pourtant, et du coup, ce sont tous ces éléments-là, en fait, dans la société d'aujourd'hui. En fait, la société d'aujourd'hui n'est pas moderne, elle est encore conservatrice. C'est ça le vrai problème. Élever un enfant un enfant qui devrait être là en 2050 de façon à ce qu'il se conduise comme l'homme, ce qu'on pourrait attendre d'un homme de 2050, est un très gros défi pour les familles, parce que la société ne s'y prête pas du tout. Et ça commence là.
Souba, aux impactrices, qui est cette association qui fabrique les leaders d'aujourd'hui et de demain sur le climat. Vous vous intéressez vachement aussi à tous les enjeux décoloniaux et antiracistes. Comment est-ce que ces enjeux-là se croisent en fait avec les enjeux écologistes et aussi féministes, bien entendu? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse et honorée d'être ici. Du coup, pour répondre à cette question, moi, j'aime bien interagir avec le public. Et je vais vous poser une question. C'est, à votre avis, quelle est la première société SA, société anonyme, cotée en bourse de l'histoire de l'humanité? Non, encore bien avant. Cotée en bourse, non, personne? C'est la société néerlandaise, c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Ouais, de toute l'histoire de l'humanité, je disais. Donc de toute l'histoire de l'humanité, la première société cotée en bourse, en fait, c'est tout un symbole derrière, c'est donc la compagnie néerlandaise des Indes orientales. L'activité principale de cette entreprise patriarcale, c'est la traite des esclaves et l'exploitation des ressources naturelles, comme dans mon pays d'origine qui est l'Inde. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est l'illustration concrète de 3 mots, MOTS, mais aussi MAUX, racines du défi climatique. Les 3 mots sont, on vient de le dire, patriarcat, capitalisme, mais aussi la troisième, et vraiment à ne pas oublier, le colonialisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore aujourd'hui dans ce continuum colonial, les conséquences directes de notre histoire commune, coloniale et esclavagiste, et c'est ça qui a impacté quand même au niveau de toute une planète le monde. Et donc, du coup, chez les impactrices, on part de ce constat basique et logique, et aussi historique, qui est qu'à l'intersection de ces 3 systèmes de domination qui sont le capitalisme, donc nous, les êtres humains sur tout le vivant, le patriarcat, donc le système homme-masculin, en tout cas, sur les femmes et minorités, et le colonialisme, la conséquence historique de l'histoire qui est les pays du nord occidental sur les pays du sud global, c'est l'intersection même de ces 3 systèmes de domination, prédation et d'exploitation qui ont en fait les mêmes mécanismes que naît l'urgence climatique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis encore obligée, donc on a créé l'association donc en 2017, de continuer à le redire, puisque face à l'urgence climatique, on est en 2024 aujourd'hui, il faut vraiment comprendre la racine du problème, pour pouvoir ensuite penser les solutions et agir à la racine. Donc du coup, une fois partie de ce constat-là, bien sûr que les luttes féministes, écoféministes même, donc c'est-à-dire que c'est des luttes qui... Parce qu'on peut se dire écolo et féministe sans se dire écoféministe. Parce qu'en fait, pour avoir une approche écoféministe, c'est vraiment de lier directement et de comprendre que c'est les mêmes mécanismes de domination, prédation et d'exploitation qu'est le système patriarcal et capitaliste. Et donc, c'est les mêmes systèmes qu'on retrouve sur le colonialisme, parce qu'encore aujourd'hui, c'est pour notre bien-être à nous, personnes occidentales, qu'on exploite encore les pays du sud global, c'est-à-dire leurs ressources naturelles, mais aussi les êtres vivants. On le voit avec la fast fashion, c'est aussi derrière, ce sont des femmes, les femmes et les enfants derrière en première ligne. On le voit avec les déchets, donc le traitement de nos déchets. Même en France, on n'est pas capable du coup de traiter rien que les déchets plastiques, on peut en traiter que 21%. Tout le reste, en fait, est du coup envoyé dans les pays du sud global. Et c'est, encore une fois, c'est les conséquences directes de l'histoire. Cette déstabilisation du coup économique et géopolitique vient directement de l'histoire. Donc c'est vraiment un paramètre à ne pas oublier, et surtout quand on comprend qu'en fait c'est l'origine même de l'urgence climatique. Donc voilà pourquoi les luttes antiracistes, décoloniaux et écoféministes sont à l'origine, parce que pour répondre à ce système de domination en triptyque, la réponse ne peut être qu'écoféministe et décoloniale. Et justement, cette réponse, ce sont beaucoup les femmes qui la portent. J'en parlais tout à l'heure des femmes comme Camille Etienne, Greta Thunberg, Lisa Neubauer, Vanessa Nakate, etc., etc., etc. Ce sont quand même les grandes figures de la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui. Est-ce que ces figures-là, en fait, sont représentatives du combat ? Ou alors est-ce que c'est simplement peut-être des figures qui ont émergé, mais qui ne sont pas représentatives du mouvement dans son ensemble ? Oui, en effet, c'est oui et non.
je repars en fait du constat que vous avez très bien établi, qui est que en fait les femmes sont impactées de façon disproportionnée, voire les premières impactées des effets du dérèglement climatique. On a jusqu'à 14 fois plus de risques de mourir face aux effets du dérèglement climatique, justement à cause de ces inégalités socio-économiques, voire même culturelles. Quand il y a eu le tsunami, par exemple, en 2004, dans les pays en Asie, Indonésie, etc. Donc, en effet, c'est parce qu'elles avaient moins de pouvoir économique, que, du coup, elles avaient moins de pouvoir à s'abriter, etc. C'était elles qui étaient en grande majorité sur les plages, qui faisaient le travail, du coup, de vendre, etc. Donc, quand les vagues sont arrivées, c'est elles qui se sont pris en premier ce désastre-là. Mais également, parce que culturellement, un des exemples, c'est parce qu'elles sont des filles, dans certains pays, on ne leur a pas appris à nager. Donc c'est vraiment l'accumulation de toutes ces inégalités qui font que les femmes appartiennent à un groupe social qu'on met en situation de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est vulnérable, hein. La société nous met en situation de vulnérabilité. Et donc c'est dans ce contexte, là je parlais de l'Asie, mais en France aussi, hein, on a vu pendant la crise du Covid qui étaient les métiers du care, les premières en ligne, c'est-à-dire celles qui voyaient plus de 50 êtres humains par jour en pleine crise du Covid, ce sont les caissières, les infirmières, et c'est pas anodin hein, que ces métiers-là, on les emploie dans la langue courante au féminin. C'est les métiers les plus essentiels, comme disait Christiane Taubira, c'est celles qui ont porté la France, et c'est celles aussi qui sont sous-valorisées, sous-rémunérées et invisibilisées. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas été nourries économiquement des applaudissements qu'on leur a fait pendant la crise du Covid. Donc du coup, il faut vraiment comprendre et partir de ce constat-là, socio-économique, culturel et bien d'autres, hein, et c'est que c'est cette accumulation d'inégalités qui est exacerbée à chaque fois qu'il y a une crise, la pandémie, le climat et tout, qui fait que ces populations sont en situation de vulnérabilité. Et donc, forcément, de cette expérience-là, c'est les personnes qui ont le plus l'urgence à agir. Donc, on va les retrouver sur les terrains de lutte. Donc, les noms que tu as nommés, c'est des activistes, donc c'est les personnes qui sont vraiment sur le terrain. Et donc, du coup, oui, elles sont représentatives en quelque sorte. Et si je peux même nuancer, donc on retrouve beaucoup celles qui sont visibilisées, en tout cas, par les médias mainstream et tout. Ce sont des activistes blanches, des femmes blanches. Voilà. Exactement. J'allais en effet y revenir. Vanessa Nakate, par exemple, a été plusieurs fois rognée des photos. On peut dire que c'est des biais inconscients et tout, mais on se sait, on vit dans une société patriarcale, mais aussi très raciste. Et le pouvoir économique, culturel et politique reste, du coup, au niveau des sociétés blanches occidentales. Et donc, plus ou moins inconsciemment, en fait, c'est pas qu'une fois, mais plusieurs fois, elle a été rognée de photos officielle aux côtés d'activistes comme Greta Thunberg, etc. Et donc vraiment, c'est cet enjeu de dire que oui, ce sont des symboles, mais attention à ne pas invisibiliser. En plus, celles qui sont, Vanessa Nakate, elle a aussi une voix comme la mienne, c'est-à-dire qu'à la racine du défi climat, elle parle en fait aussi de projets coloniaux, etc., néocoloniaux. Et en fait, c'est des voix qui dérangent, surtout avec nos visages. C'est plus facile de parler de colonialisme, etc., quand on est une personne blanche que quand on a le mien. D'ailleurs, je peux témoigner, alors pas comme personne racisée, du coup c'est bizarre comment je reprends la question, mais c'était pendant la COP26 sur le climat à Glasgow, où j'y étais pour couvrir l'événement pour Vert. Il y avait une grande marche des jeunesses pour le climat, donc Youth for Climate. Il y avait évidemment Greta Thunberg, mais tout l'enjeu c'était justement de mettre en première ligne les personnes membres des MAPA, les pays et les communautés les plus affectés par le changement climatique. Et donc c'était quasiment que des femmes des pays du Sud, parce qu'en fait ça on le sait mal, mais en fait l'épicentre du mouvement climat planétaire, il n'est pas en Europe, hein, il n'est pas en Occident, il est vraiment dans le Sud, et c'est pas un hasard si c'est une Sud-Africaine qui dirige le mouvement climat international. Et donc je vais couvrir la manifestation, Greta Thunberg est cachée au milieu de la manifestation pour qu'elle ne soit pas le centre de l'attention médiatique, et je n'ai pas trouvé une seule photo, sur tout le forum de l'AFP, où il y a toutes les photos de l'AFP, tous leurs partenaires, pas une photo de la banderole qui était au début de la manifestation pendant 3 heures avec toutes les femmes qu'on vient de citer. C'était sidérant. Et il n'y avait que des photos de Greta Thunberg floues, parce qu'elle était cachée dans la foule. Enfin, c'était assez terrifiant, quoi. Donc je peux dire que voilà, il y a un système aussi médiatique. Et quand bien même on est de bonne volonté, on a du mal parce qu'il y a trop de freins en fait, médiatiquement pour visibiliser ces femmes. Bon voilà, j'ai fini par trouver une photo, mais c'était juste pour l'anecdote, quoi. Mais il n'est pas que médiatique, ce système d'invisibilisation des personnes du Sud, hein, et d'invisibilisation des femmes. Et quand il y a visibilisation des femmes,
il ne faudrait pas qu'elle soit du Sud. On le retrouve aussi dans la communauté scientifique, on le retrouve dans toutes les communautés. Et c'est assez choquant quand c'est un collègue qui m'envoie une vidéo d'une autre collègue qui citait des noms d'experts sur la question climat. Et ben, il me dit, c'est bizarre, elle ne te cite pas. Ben oui, parce que moi j'ai un pied au nord, un pied au sud. Et le collègue m'a dit, enfin, ce qui est bizarre, c'est que tout de suite tu penses à ça. Et je lui dis, mais je le sais parce que en fait, on se retrouve dans des situations. En plus, moi j'ai la peau blanche, donc du coup moi je leur pose problème parce que a priori, si on connaît pas mon nom, a priori, ben, je pourrais être une Européenne. Et donc du coup, ça pose problème à ces gens-là. Et moi je pense qu'il y a le colonialisme. En fait, on a décolonisé. On n'est pas physiquement là-bas, mais on n'a pas encore décolonisé nos têtes, nos cerveaux. Et le colonialisme est partout. Il est par exemple dans les scénarios climat qui visent la neutralité carbone. Il est par exemple dans l'objectif de neutralité carbone pour 2050, par exemple pour la France, est un objectif néocolonialiste. Parce que cet objectif-là est possible uniquement si on colonise l'atmosphère, si on tue tout le monde dans le Grand Sud, y compris en Chine et en Inde, ce qui est impossible. Et donc du coup, ce n'est pas juste l'Afrique subsaharienne où on peut faire ce qu'on a envie de faire, c'est de grandes puissances en fait, la Chine et l'Inde aujourd'hui. Et pourtant, c'est l'objectif qu'on s'est fixé en tant qu'Européens et en tant que Français, et on va partout chanter que nous sommes des leaders du climat. Et lorsque on dit, pour une interview pour un journal allemand, j'avais qualifié ces scénarios-là de scénarios néocolonialistes, ben j'ai reçu des messages, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment tu es en train de diviser la communauté scientifique? Je dis non, je suis en train de vous réveiller les gars, parce qu'il faut que vous décolonisez en fait. Et ça, quand la science est gangrénée, est encore gangrénée par le colonialisme, parce que moi, cette histoire des scénarios colonialistes, ça me fait penser aux images que j'avais vues à l'époque où on ramenait des gens d'Afrique dans le jardin d'acclimatation. Tout de suite, ça m'a renvoyé à ça. Dès que j'ai compris ce qui se passait dans ces scénarios-là, la première image qui m'est venue, c'est des personnes d'Afrique dans le jardin d'acclimatation. Et là, je me dis, c'est quand même grave qu'on se retrouve, à l'époque, c'était des biologistes. Aujourd'hui, c'est la science la plus en vue, c'est la science du climat. Aujourd'hui, ce sont les personnes qui travaillent sur la science du climat qui répercutent, qui sont dans la continuité de cet héritage-là dont on ne s'est pas débarrassé. Il n'y a aucun scénario qu'on pourrait qualifier de décolonial dans les scénarios qui nous conduisent à la neutralité carbone en 2050. C'est à inventer. Alors, il y a 540... Tous ceux qui ont des vocations de devenir climatologue ici, voilà. Il y a du taf. Alors, en fait, il y a... dans la base de données, ce n'est pas le GIEC qui développe ces scénarios, c'est la communauté scientifique qui développe ses propres scénarios. Et donc, quand on avait fait un appel à la communauté scientifique pour soumettre leurs scénarios, ils ont soumis 3000 quelque chose. Sur les 3000 quelque chose, il y en a 541 qui sont compatibles avec l'objectif de 2 degrés ou moins de l'accord de Paris. Sur ces 541, il n'y en a pas un seul, je les ai bien analysés, pas un seul, qui prévoit la convergence entre le Nord et le Sud d'ici 2030, c'est hors jeu, c'est impossible. 2050, même 2050, dans l'accès à la modernité, l'accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Ce n'est pas dedans. Et quand je dis à mes collègues, mais comment est-ce que vous pouvez présenter ça aux pays du Sud? Bien sûr, pour comprendre ça, il faut quand même un peu d'expertise pour aller chercher. Ils disent, mais nous, on est très transparents, ils sont dans une base de données qui est publique, en fait. Oui, c'est vrai. Il faut aller chercher, il faut aller comprendre ce truc-là. Il n'y a pas en plus cette compétence, parce que c'est un peu complexe, il n'y a pas cette compétence dans les pays du Sud. Ce n'est que maintenant qu'on est en train de travailler à faire monter les pays du Sud sur ces questions-là, pour qu'ils demandent, d'ailleurs justement, il y a eu une déclaration des experts africains cette semaine, pour demander justement à ce que le prochain rapport du GIEC, qu'il n'y ait pas de scénario colonialiste dedans. Et c'est très simple, hein. Il y a quelques critères à rajouter dans la sélection des scénarios, sauf que moi je leur avais dit, si vous rajoutez tous ces critères-là, on n'aurait aucun scénario, on n'aurait pas de scénario, zéro. Alors, c'est un petit peu compliqué tout ce qui vient de se dire, on va essayer de faire ça au ralenti. Donc, pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, la plupart des pays du monde se sont engagés à atteindre la neutralité carbone. Donc ça veut dire qu'à l'horizon 2050, normalement, on ne doit plus émettre plus de CO2 non, que ce qu'on pardon, peut absorber. Ce n'est pas la plupart des pays, ce sont les pays de l'OCDE, donc les pays riches qui se sont engagés pour 2050, plus quelques pays émergents qui se sont engagés pour 2060 ou 2070. Ensuite, c'est très intéressant, dans ces pays-là, j'ai retrouvé par exemple que le Nigeria, c'est probablement un consultant des pays du Nord qui leur a conseillé ça, s'est engagé à devenir neutre en carbone bientôt, presque en même temps que nous.
C'est ça la situation en fait. Donc les pays du Sud ne se sont pas encore fixés d'objectifs à part les grands émergents. D'accord. Et donc quand un pays comme la France dit je vais être neutre en carbone et la planète va être neutre en carbone, ça veut dire qu'elle suppose qu'elle va réduire ses émissions, mais que les pays du Sud, eux, vont rester au niveau de développement où ils sont sans émettre plus de CO2 par exemple. Ou ils comptent sur eux en tout cas comme variable d'ajustement de leur propre bilan carbone. Voilà. D'accord. En fait, on étouffe les pays du Sud. Alors que si la France devait prendre en compte, pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation-là? Parce qu'on ne prend pas en compte nos émissions passées, donc on se situe uniquement avec les émissions d'aujourd'hui. Et si, par exemple, dans le cas de la France, si la France prenait en compte ses émissions passées, on devrait être neutre en carbone en 2028. C'est ce quinquennat-là, c'est le quinquennat de Macron. Donc on est très loin de ça. On devrait absorber beaucoup plus que ce qu'on émet pour rattraper les émissions qu'on a eues dans le passé. Parce que la France est un pays industrialisé. On ne peut pas absorber. L'histoire de l'absorption, elle n'est pas très vraie en fait. Il faudrait qu'on réduise drastiquement nos émissions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se fixe un objectif de neutralité carbone en 2050, alors qu'en vérité, on devrait être en 2028, selon les lois de la nature. Ça veut dire que toutes nos émissions entre 2028 et 2050, ce sont des émissions, on prend du budget carbone des autres. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pour ça que je les appelle néocolonialistes. On a parlé donc de tous les biais qu'il y a dans la communauté scientifique, des femmes aussi à la tête de la lutte dans l'activisme. Souba, dans les entreprises, est-ce qu'on voit aussi qu'il y a des femmes justement qui sont à la tête du changement en fait? Sur les femmes donc dans les entreprises, il y a un fait très intéressant du coup qui illustre aussi tout ce qu'on vient de dire. Dans la communauté des impactrices, donc je reviens sur ce qui a été dit, nous on est la fabrique des nouvelles leaders du climat, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment compris cette intersection que je vous ai dit au début, qui a été très bien encore une fois illustrée là, qui est la seule réponse possible ne peut être qu'écoféministe et sans oublier antiraciste décoloniale. Et donc du coup, partant de là, dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les entreprises et notamment dans les secteurs de la RSE et tout. Moi-même, il fut un temps dans une autre vie, j'étais directrice RSE. Je suis tombée dans la RSE, donc responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et je suis tombée en 2006. C'était pas du tout à la mode à ce moment-là, et ça illustre encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais compris quand même qu'il y avait une urgence à agir quelque part et tout, mais en 2006 il n'y avait pas autant d'informations, de formation aussi sur ces sujets-là. Mais je me suis orientée dans une carrière dans ce domaine-là. Et à l'époque, en fait, il n'y avait que des femmes. Que des femmes dans les enjeux RSE. Je vois beaucoup que des femmes dans les enjeux de développement durable, RSE, etc. Et il y a quelques années, donc moi je suis partie de cette carrière salariée, je suis partie dans l'entrepreneuriat. Mais encore quand j'y étais, donc il y a 7 ans, j'ai accédé du coup aux tables de décision qui était le comité de direction. Et dans ces années-là, donc on est en 2015, 2014, 2015, 2016, en fait, il y a eu une accélération de la prise de conscience donc citoyenne en France, mais aussi une accélération au niveau réglementaire, aussi la pression des lois et des réglementations concernant l'environnement, qui ont fait que la RSE et le développement durable est devenu stratégique pour les entreprises. Exactement. Et là, quand moi j'avais mes homologues, j'étais dans le secteur de l'industrie, on était toutes des femmes chez Samsung, Epson, enfin bref. Et de là, vraiment, en quelques années, dès que c'est devenu stratégique, donc le département est allé au niveau comité de direction, COMEX même, puisqu'il y a des enjeux vraiment juridiques et financiers derrière, il n'y a eu que des hommes. Mais vraiment, littéralement, la grande majorité, c'est que des hommes. Et on revient sur le pouvoir économique et d'influence derrière. Dès qu'il y a du pouvoir, dès qu'il y a de l'influence et dès qu'il y a de la visibilité aussi, et ben en fait, on retire ça des femmes. Et donc voilà, ça c'était vraiment le lien que je voulais faire, femmes et entreprises. Mais moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la RSE, en général c'est des femmes qui m'ont contacté pour aller faire des conférences dans leurs entreprises, etc. Et toujours, en fait, elles, ce sont les petites mains qui font le boulot, même si elle est directrice RSE. Et au-dessus, il y a un vice-président durabilité ou quoi que ce soit, c'est toujours un homme. Je n'ai jamais rencontré, partout, c'est toujours des hommes. Et le travail, tout le boulot est fait par les femmes. Et puis la conférence, quand en général c'est de grandes entreprises, donc c'est toujours l'homme qui ouvre la conférence. Et il est récompensé par le PDG qui est aussi un homme, ou un homme qui félicite un homme. Et puis bon, alors du coup au passage, il cite le nom de mademoiselle ou madame machin truc. Vraiment, des fois on m'oubliait mon nom, mais oui.
C'est pour ça que je suis partie d'ailleurs. Et juste pour illustrer du coup ce que tu disais, donc chez les impactrices, notre travail, c'est vraiment de prendre conscience que en fait, la place des femmes, elle est à ces sphères de décision aussi. Elle est dans ces sphères de décision, dans ces sphères de création, de solutions, de narration aussi, dans les médias, dans les communautés scientifiques, dans la politique également. On a besoin de diversité de voix, de ces femmes écoféministes conscientes, parce que c'est elles aussi qui vont réduire les biais déjà et qui vont créer de l'innovation. C'est pour ça que nous, on est la fabrique des nouvelles leaders climat. Et je finirai par cet exemple. En effet, par exemple, même dans les secteurs, là on parle de toute entreprise confondue, mais même dans les secteurs du mouvement climat, dans les secteurs, les organisations qui se disent à impact ou de la transition écologique, c'est pareil. C'est un reflet total de la société, alors que justement, ils devraient être exemplaires. C'est toutes ces organisations, que ce soit des médias, que ce soit des associations, des organisations publiques, politiques, etc., qui devraient être exemplaires sur ça, ne le sont pas. Les secteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, 73% des personnes qui travaillent à l'intérieur sont des femmes, seulement 13% sont cadres. Donc en fait, si tu fais vite le calcul, les seuls mecs qu'il y a dedans, en fait, ils sont tous dans les comités de direction, dans les comités décisionnaires. Et nous, ce qu'on dit chez les impactrices, et ce que je dis vraiment à chaque fois, c'est notre mantra, c'est que si nous ne sommes pas à ces tables de discussion, ces tables de narration, ces tables de décision, ces tables de solution, si on n'est pas dans ces tables-là, on est au menu. Sandrine Rousseau, le monde politique, de ce point de vue-là, est loin d'être exemplaire. Il y a par exemple une journaliste, Léa Chamboncel, qui travaille beaucoup sur le sujet des femmes en politique. Est-ce qu'on arrive à un moment où les féministes sont de plus en plus visibles dans le monde politique? Est-ce que tu observes une bascule de ce point de vue-là, ou est-ce qu'encore une fois, on en est loin, très loin? Je pense qu'on en est loin, très loin. J'arrive sur le monde politique, je voudrais juste dire sur le GIEC et les scénarios néocoloniaux, c'est que en fait, il y a aussi quelque chose autour de la minimisation des sciences humaines et sociales, notamment dans les rapports du GIEC, qui n'est pas sans conséquence sur le caractère néocolonial à la fin des rapports qui sont fournis, parce que les sciences humaines et sociales, précisément, travaillent sur les discriminations, travaillent sur les accès à des droits, les accès à des aménités, et en fait, on voit que quand on se centre sur la science dite dure par rapport aux sciences humaines et sociales, eh bien, en fait, on genre et on centre les scénarios et ça aboutit sur ce que tu disais, c'est-à-dire des scénarios qui ne prévoient pas que les pays du Sud puissent améliorer leurs conditions de vie, ce qui est quand même incroyable. Et je rebondis pour dire que toute l'attaque qu'il y a actuellement au wokisme sur les universités et sur les sciences sociales n'est pas neutre non plus du point de vue du climat. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un truc d'une espèce de truc de l'extrême droite contre des supposément wokistes ou identitaires, dont je ne sais toujours pas d'ailleurs précisément ce que ça veut dire, mais en fait on est sur le fait de ne pas vouloir et d'avoir une stratégie délibérée de masquer la question des discriminations et des inégalités, notamment sur les questions climatiques, mais pas que. Et c'est pour ça qu'il va falloir lutter contre cette espèce d'idée que le wokisme gangrènerait les universités, parce que s'il n'y a pas de production scientifique, de production intellectuelle autour des discriminations, de l'accès, des droits, des différences de vulnérabilité, etc., eh bien, il y aura une transition écologique qui sera une transition masculine, faite sur la domination de la technologie et l'asservissement des autres. Et en fait, aujourd'hui, je crois qu'il nous faut affirmer dans le mouvement climat que nous ne voulons pas, mais je sais que vous le faites, mais le réaffirmer sans doute encore plus fort, nous ne voulons pas d'une transition écologique fondée sur une technologie qui soit propriétaire, c'est-à-dire propriétaire de quelques-uns qui vont se faire du fric dessus, et qu'en fait, il n'y a pas de transition écologique sans remise à plat profondément de l'ensemble des discriminations et de nos rapports sociaux. Bien, j'arrive maintenant sur les femmes et la politique. Alors, en fait, on a l'impression peut-être d'entendre plus de féministes, mais la réalité est qu'il n'y a pas de percée véritablement féministe dans le monde politique. Et je vais vous dire quelque chose qui m'est désagréable à dire, pas plus à gauche qu'à droite. Et je pense qu'il faut qu'on le pose parce qu'on a un problème. Oui, et ce n'est pas un petit problème. C'est-à-dire que si vous regardez, alors bon, je vais commencer par Macron et ses muscles sortis pour
pour montrer qu'il est capable de boxer face à un Poutine, etc. On peut en rire, mais à la fin, c'est quand même extrêmement inquiétant sur les valeurs qui sont véhiculées par ce genre de communication qui, évidemment, ne sont pas neutres, puisque c'est une communication du président de la République française qui venait de parler de possibilités d'intervention terrestre en Ukraine, etc. Donc, ça se met dans un continuum de montée de la violence. Et en fait, cette photo tout muscle dehors, où il est seul face à son trait, comme ça, la machin, et ben en fait, c'est quand même une construction très masculine du conflit, de la conflictualité politique, et c'est surtout prendre les codes des Poutine, des Trump, des Bolsonaro à un moment où c'est précisément eux qui nous mettent en danger. Donc en fait là c'est non seulement une question de communication politique, mais c'est aussi profondément une question démocratique et des valeurs que nous défendons en tant qu'Europe, notamment dans ces conflits-là. Je voudrais aussi dire qu'à l'extrême droite, la révolution fasciste, la révolution réactionnaire fasciste qui est en train de monter est une montée masculiniste aussi. Enfin, on voit bien, et d'ailleurs ça s'est vu quand il y avait les manifestations dans les rues, etc. C'était 90% d'hommes, tout muscle dehors encore, habillés en noir, qui s'appropriaient l'espace public, l'espace collectif, dont on sait que c'est un enjeu social extrêmement important. Les luttes féministes et les luttes antiracistes consistent aussi à prendre l'espace public et à l'occuper en sécurité. Les personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans un espace public, il y a toutes les chances qu'elles soient en fait discriminées dans la société, puisque ça veut dire que l'espace public n'est pas le leur, qu'il est dominé par d'autres. Et donc, dans cette révolution à la Zemmour, etc., il y a une dimension masculiniste, et le fascisme a une dimension masculiniste. Et en fait, c'est en cela que le féminisme à gauche, et donc j'en viens sur mon camp, le féminisme à gauche n'est pas une espèce de décoration sur un gâteau, n'est pas une espèce de chapitre supplémentaire, une annexe à la théorie des gauches. C'est profondément, intrinsèquement, un combat de la gauche lié aux questions climatiques, lié aux questions économiques, et qu'en fait, il n'y aura pas de gauche qui soit en capacité de prendre le pouvoir si le féminisme n'en est pas à son cœur. Et je le dis à mes amis leaders de gauche, en fait, je ne vous entends pas beaucoup sur les questions féministes. Et j'aimerais beaucoup vous entendre beaucoup plus. Parce qu'en fait, là, il n'y aura pas ni de grand soir, ni de révolution écologiste, ni rien, si on ne s'attaque pas profondément à notre émancipation collective. Et cette émancipation collective, elle passe par le féminisme, elle passe par l'antiracisme, et elle passe par le croisement de ces combats-là avec les combats climatiques et sociaux. Yamina Saeb, on le sait, le monde de la recherche, notamment en sciences dures, est très masculin. On retrouve les mêmes structures de domination, de pouvoir dans la science dure aussi. Mais dans le rapport du GIEC, par exemple, il y a beaucoup d'autrices féminines, de scientifiques féminines, notamment francophones, dans le dernier rapport du GIEC. Donc il y a vous, il y a Céline Guivarch, Valérie Masson-Delmotte et bien d'autres. Est-ce qu'il y a une spécificité dans les sciences autour du climat? Est-ce qu'on trouve d'autres dynamiques? Non, pas du tout. Alors, on peut avoir des icônes, mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Il faut regarder quel est le rôle que jouent les femmes dans le rapport du GIEC. Donc, lorsqu'il y a différents rôles, donc Valérie, par exemple, elle était coprésidente du groupe, mais c'est parce que la France a financé le groupe 1. D'ailleurs, elle a été remplacée par un homme. Encore une fois, la France a financé. Et puis, après, il y a un rôle, c'est le rôle de coordinateur. J'ai regardé justement avant de venir le rôle du coordinateur de chapitre, parce que le coordinateur de chapitre, en vérité, c'est lui qui donne le là. C'est eux qui donnent le là. Lorsque vous regardez les coordinateurs de chapitre, il n'y a pas beaucoup de femmes coordinatrices. Il y en a très peu. Et autre chose, c'est qu'il y a des différences entre les trois groupes. Par exemple, le groupe 1, justement, que Valérie avait coprésidé, dans ce groupe-là, il y a beaucoup moins de femmes que dans le... Il y en a un petit peu plus dans le groupe 2 qui travaille sur l'adaptation. Est-ce qu'on peut juste préciser, le groupe 1, donc le GIEC, sort des rapports en 3 volets. Voilà. Le premier volet, c'est sur les sciences dures, la science physique du climat. Donc c'est plus sciences dures que les volets suivants qui sont sur les impacts, les vulnérabilités et les solutions, entre guillemets. Je précise juste pour le public. Exact. Et le troisième groupe d'où je viens, moi, c'est le groupe qui travaille sur les solutions, en fait, les politiques de réduction des émissions. Et là encore, donc il y a des chiffres. C'était très important. En fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait un os quelque part, parce qu'au moment où notre rapport est sorti, donc j'ai commencé
commencé à préparer ma présentation, je suis allée chercher les données des autres rapports. Et là, je me rends compte que le groupe 2, j'avais le chiffre, les pourcentages hommes-femmes. On n'est pas encore à 50-50, mais c'était le meilleur des 3 groupes. Le groupe 3, j'avais le chiffre, mais je n'avais pas le chiffre pour le groupe 1. Je ne l'ai pas retrouvé. Et donc, beaucoup plus tard, je demande à une fille du groupe 1, je lui dis, mais où sont vos chiffres? Nos chiffres sont très mauvais. Alors du coup, ils ne les ont pas montrés. Il n'y avait pas ce chiffre-là, il n'y avait pas un autre chiffre en fait que je recherchais qui est montré dans les autres groupes. C'est le chiffre, le pourcentage des personnes du Sud et des personnes du Nord. Il n'y était pas non plus dans le groupe 1. Et pareil, parce qu'apparemment, et après, c'est beaucoup plus tard que j'ai regardé les noms, en fait, que j'ai calculé ça, et c'est très mauvais. Et donc du coup, il ne suffit pas d'avoir quelques femmes. Il faut arriver à un équilibre et puis voir le rôle que jouent ces femmes-là dans les chapitres. Si c'est des rôles... les rôles on avait eu un sous-groupe sur les scénarios dans le groupe 3. Et dans ce sous-groupe-là, on était, je crois, 65, mais il y avait 3 voix de femmes qu'on entendait de temps en temps. Il y avait moi et 2 autres femmes. Et les autres, c'était que des voix d'hommes. Et à un moment donné, pour faire passer certains messages, donc je me suis retrouvée, moi, à demander à un copain allemand de lui dire, à coordonner avec un copain allemand, de lui dire, bon, ben, moi, je vais dire ça, et est-ce que toi, tu peux le soutenir derrière? Et ce qui se passait, c'est que moi, je dis, en fait, on disait exactement la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Donc moi, je le dis, on me dit, ouais, merci, Emina, on a pris note. Puis après, lui, il dit exactement la même chose, et là, il y a une discussion. On discute. C'est un homme. Ça change. Et ça, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, et vous vivez ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. Parce que moi, comme je viens le secteur de l'énergie, moi, je viens du secteur du bâtiment et de l'énergie, ce sont des secteurs très masculins. Donc moi, je me suis toujours retrouvée dans des réunions où il n'y avait que des hommes. La plupart du temps, j'étais la seule femme. Et quand j'étais très jeune, souvent, on me prenait pour la secrétaire de mon boss. Et jamais pour l'experte. Et heureusement, quand j'ai commencé ma carrière à Paris, j'avais eu un boss qui était conscient de ce problème-là, qui avait une fille qui avait mon âge, qui en souffrait, qui est avocate. Et donc, du coup, lui, il disait toujours, je donne maintenant la parole à l'experte. Moi, je suis juste là pour faire le housekeeping. Et il me donnait la parole à moi. Mais si je n'avais pas eu cette chance-là, je pense qu'on se retrouve tout le temps dans la même situation. Et donc, du coup, moi, la situation où c'est que des hommes, donc j'ai appris. Bien sûr que quand j'avais 20 ans, je ne réagissais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'impose et je rappelle aux hommes, je rappelle aux autres que ma parole compte, ce que je dis compte autant que les autres. Mais quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on ne peut pas le faire. En tout cas, moi, quand j'avais 20-30 ans, je ne le faisais pas. Et du coup, le milieu scientifique, il n'est pas du tout différent des autres milieux que vous décrivez. C'est exact. Parce qu'il est dans la société. Les scientifiques sont ancrés dans la société. Donc, on a un problème dans la société. Sandrine Rousseau, je me tourne vers toi. On sait aujourd'hui que dans la transition, justement, et dans la lutte, même dans la transition écologique de manière générale, la charge mentale, par exemple, de la transition repose beaucoup sur les femmes. On peut penser, par exemple, au zéro déchet. Si vous êtes déjà mis au zéro déchet, pour, par exemple, ceux qui ont des enfants et qui veulent se lancer dans les couches lavables, c'est les femmes qui doivent faire les machines, etc. En tout cas, on retrouve ça énormément dans les études. Une charge aussi économique et une charge écologique. Est-ce que, en fait, cette transition, c'est un poids supplémentaire, en fait, sur les épaules des femmes? Donc, question sous-jacente qui revient à ce que tu disais tout à l'heure, où sont les hommes? Oui, et ça, c'est pas suffisamment visible dans les analyses sur la transition écologique. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un risque que la charge essentielle de la transition porte sur les femmes. Déjà parce qu'elles sont en charge du soin, du care, etc. Mais aussi parce que si on regarde les évolutions de la répartition des tâches domestiques, eh bien, il y a toujours une inégalité structurelle importante. Je rappelle que par semaine en moyenne, les femmes font 10 heures de plus de travail domestique gratuit que les hommes. C'est plus d'une journée de travail, Et quand on regarde la répartition des tâches domestiques entre les hommes et les hommes font beaucoup les tâches domestiques dites non reproductibles, c'est-à-dire que vous allez emmener votre gamin au foot ou jouer, et donc après le temps de jeu, c'est terminé. Vous allez sortir les poubelles et après vous n'avez pas à le refaire. Alors que les femmes sont beaucoup plus assignées au propre et au sale, c'est-à-dire à laver par exemple les toilettes, la salle de bain. Et quand vous
nettoyez les toilettes, vous savez que 5 minutes après, ça peut devoir être refait. Donc en fait, il n'y a pas quelque chose qui est fait, alors que quand vous sortez les poubelles, c'est fait pour une semaine ou pour plusieurs jours, etc. Et donc en fait, il y a non seulement une différence de temps, encore une fois 10 heures de différence aujourd'hui, mais en plus il y a une différence de qualité. Et donc ce que font les femmes, c'est beaucoup autour de la propreté, c'est-à-dire que les femmes sont très majoritaires à laver le linge, elles sont très majoritaires à laver la vaisselle, et quand on parle de zéro déchet, quand on parle de faire la nourriture, même si tous les grands chefs en France quasiment sont des hommes, je rappelle que la cuisine au quotidien est faite par les femmes. Et on l'a vu pendant le confinement du Covid, il y avait des burn-out de femmes qui étaient en charge des tâches domestiques. Et 85%, je crois que c'est ce chiffre, il est à vérifier, mais 85% des repas pendant le confinement étaient faits par les femmes, alors même que hommes et femmes étaient à égalité dans ce confinement et pouvaient très bien prendre en charge la question du repas. Et on sait que dans la transition écologique, va falloir laver les couches, va falloir acheter des légumes ou cultiver soi-même ces légumes et ensuite les transformer. Tous ces actes-là sont des actes qui sont majoritairement faits par les femmes. Et donc, il n'y a pas de transition écologique si on ne remet pas à plat la question des tâches domestiques. Et quand je dis ça, en général, on me dit « oui, mais il y a les nouveaux hommes ». Alors, oui, c'est vrai, il y a les nouveaux hommes, et il y a les vieux hommes, et il y a les nouveaux hommes, les anciens hommes et les nouveaux hommes. Mais si on regarde la répartition des tâches domestiques depuis 1970, donc depuis plus de 50 ans, eh bien, on s'aperçoit que les hommes... Alors, les femmes ont diminué leur temps de tâches domestiques, notamment parce qu'avec l'équipement de biens ménagers, etc., ça a diminué le temps de tâches domestiques. Mais les hommes, depuis 1970, ont augmenté leur temps de tâches domestiques sur la semaine de 14 minutes. Sur la semaine. C'est-à-dire ça fait 2 minutes par jour, quoi. Donc en fait, si vous voulez, les femmes ont diminué leur temps de travail parce qu'elles ont été aidées par tout un tas d'objets, etc. Les hommes n'ont pas radicalement pris en charge la question des tâches domestiques. Et donc, mais ça, on le voit aussi dans les collectifs militants, dont je voudrais dire un mot, puisque dans les collectifs militants, très souvent, les femmes sont aux tâches les plus ingrates, qui sont les organisations, l'organisation des repas, des vaisselles, etc. Et en fait, tout ce qui est travail intellectuel, production intellectuelle est beaucoup plus souvent pris en charge par les hommes. Donc c'est pour cela qu'il est très important dans nos collectifs que nous ayons une vigilance parce que derrière se jouent bien d'autres enjeux. Et donc il n'y aura pas de transformation écologique d'ampleur, encore une fois, s'il n'y a pas une remise en question de la répartition dans l'intime des responsabilités et des tâches exercées par les hommes et par les femmes. Quand une femme accède à la tête d'une entreprise du CAC 40, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Parce que finalement, c'est une forme d'émancipation, mais si c'est pour faire exactement la même chose que des hommes qui sont dans des positions de domination, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Alors, non seulement c'est pas une bonne nouvelle forcément qu'une femme soit à la tête du CAC 40, c'est pas non plus une bonne nouvelle si c'est une femme fasciste qui prend le pouvoir, en fait. Tout ça parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est femme qu'on est féministe, c'est pas parce qu'on est femme qu'on a déconstruit les ressorts de la domination, et ça n'est pas parce qu'on est femme qu'on met en danger le patriarcat. En fait, il y a des femmes qui ont été des garantes du patriarcat. Et si on regarde d'ailleurs l'histoire politique, on s'aperçoit que les seules femmes qui ont duré un petit peu en politique sont les femmes qui ont donné des gages très forts au patriarcat. Je pense à Thatcher, je pense à Angela Merkel aussi, qui n'a jamais remis en cause la question de la position des femmes et des hommes à l'intérieur de la société allemande, alors même qu'il y a un sujet énorme, notamment autour de la garde des enfants, de l'émancipation des femmes une fois qu'elles sont mères, etc. Et en fait, ces femmes, mais on pourrait regarder les femmes qui ont duré en politique, très souvent ce sont des femmes qui n'ont jamais utiliser cette position de femme pour parler des femmes, en fait. Et il y a un mouvement récent de changement, et ça, il faut le saluer. Ça a été le cas en Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, ça a été le cas en Finlande, c'est le cas ici ou là, aussi en Écosse, je pense à comment elle s'appelait... Nicola Sturgeon, voilà. En fait, il y a quelques femmes comme ça qui ont essayé d'être à la fois féministes et femmes politiques. Et ça, c'est vraiment... et donc, peut-être qu'il y aura quelques femmes qui
dans le CAC 40, pourront transformer peut-être les entreprises et changer la vision et le caractère capitalistique de ces entreprises. Mais aujourd'hui, ça reste marginal. Je rappelle que toutes ces femmes quasiment ont démissionné. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a aucune qui est allée jusqu'au bout de son mandat. La première ministre finlandaise, dont le nom m'échappe là, Sanna Marin, je crois qu'elle s'appelait, c'est ça, elle a même dû passer un test d'alcoolémie et de drogue parce qu'on avait sorti une vidéo de danse d'elle dans une soirée privée. Et donc, elle a dû passer des tests de drogue et d'alcool. Moi, je veux bien faire passer des tests de drogue et d'alcool à tous les dirigeants masculins de la planète. Je pense qu'on serait surpris du résultat. On salue Elon Musk qui nous regarde peut-être. Pardon ? On salue Elon Musk qui nous regarde peut-être. Voilà. Et donc en fait, ces figures de femmes dirigeantes, leaders politiques, leaders politiques, qui essayent de changer les codes de la politique en même temps qu'elles accèdent au pouvoir, sont quand même dans des situations de fragilité qui, à la fin, atteint à leur santé mentale ou à leur position politique. Et je pense que ça doit nous interroger sur l'engagement des femmes en politique. Et c'est pour ça que je voudrais vous donner un petit message, je voudrais vous transmettre un petit message, c'est qu'on a besoin vraiment de féministes à l'intérieur des partis. Je ne dis pas ça juste pour une ou deux affaires ou quoi, c'est que profondément, pour changer la pratique politique, on a besoin non pas d'une voix forte, mais on a besoin de 100 000 voix fortes à l'intérieur des partis qui tiennent ces valeurs-là. Et je compte vraiment sur vous pour vous engager, parce que des fois, on se sent un peu seul. Souba, tu voulais réagir ? Oui, j'aimerais en effet rebondir, puisque c'est les mêmes enjeux scientifiques que dont vous avez parlé, et Sandrine également. Et c'est pareil, du coup, moi, c'est le domaine, c'est le mouvement climat, c'est le mouvement de la transition écologique, et on a exactement les mêmes enjeux, puisque, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est le reflet de la société. Et s'il n'y a pas aussi, en effet, il faut qu'on soit plusieurs 100 000 voix à l'intérieur, ça va vachement aider. Mais à l'intérieur aussi, on a besoin de formation. Dans les milieux politiques, dans les milieux scientifiques, pour que dans ces instances-là, en fait, on comprenne ces enjeux de discrimination, pour qu'il se soit plus sécurisant aussi pour des femmes, des personnes racisées, des personnes qui n'ont pas le même milieu social aussi, parce qu'il y a beaucoup de classisme dans nos milieux. Et donc, en fait, il faut les rendre plus sûrs. Et pour ça, en fait, il faut aussi passer par la formation, en plus d'avoir du coup une diversité de voix plurielles en son centre. Et donc du coup, c'était juste pour ça, pour compléter. Et en effet, le fait d'avoir une personne, par exemple une femme directrice du CAC 40, moi ça me rappelle quand j'étais directrice RSE, donc le comité de direction, en effet, il y avait 14 personnes. Il y avait moi, directrice RSE, une autre femme, directrice com, ouais, directrice communication et RSE, bien sûr. En face de moi, 14 hommes blancs, vieux. Je comprenais ce que c'était les particules à ce moment-là. Et l'enjeu des noms à particules, je ne connaissais pas, moi je viens de banlieue et tout. Et donc je ne voyais pas ce que c'était. Et là, je comprenais. Et si vous vous rappelez, au tout début, quand je vous dis que les mots du défi climatique, c'est quand même capitalisme, patriarcat et colonialisme, en fait, on comprend que en fait, c'est le symbole inverse du pouvoir, et c'est eux qui ont en fait toutes les sphères de pouvoir, de décision, etc. Que ce soit au CAC 40, que ce soit dans le milieu scientifique, les rapports du GIEC, les scientifiques, je sais que le GIEC a commencé à travailler notamment dessus pour inclure plus de femmes scientifiques dans l'élaboration des rapports. Ouais. Et en politique, je fais juste une mise en lumière puisque je viens d'intégrer l'Académie des futurs leaders, donc créée par Alice Barbe, pour justement avoir plus de diversité dans les leaders politiques. Et donc ça fait 1 mois et demi que je suis le programme et que je suis vraiment intensément dans les mouvements politiques, et ça fait peur. C'est vrai que ce soit, je confirme que ce soit de gauche ou de droite, en fait, les gens sont pas prêts à avoir des voix comme la mienne. Et donc, du coup, c'est tout l'enjeu aussi de la fenêtre d'Overton et de qui est validé, qui n'est pas validé. Nous, ça fait quand même, pour rappel, depuis 2017 qu'on parle de climat avec ces prismes-là. Et en fait, on comprend qu'on doit encore un petit peu attendre avant d'avoir enfin la lumière sur nous. Je peux répondre juste sur la question, le GIEC et les femmes. En fait, il y a eu, donc, dans le dernier cycle, il y a eu une task force pour travailler sur la question du genre.
ils ont produit un document, etc. Mais comment est-ce que les femmes se retrouvent automatiquement éliminées? D'abord, je vous ai dit, les pourcentages ne sont pas bons. Il n'y a pas un seul groupe où on est à plus de 50%. Il y a 2 groupes où on arrive à rattraper un petit peu. Il y a un groupe qui est vraiment mauvais. Et puis après, comment est-ce que les femmes se retrouvent éliminées? Quand il y a des réunions du GIEC, les réunions du GIEC, tous les pays aiment bien les accueillir, etc. Il y avait une à Bangkok sur les scénarios. Ils ne prévoient rien du tout pour la garde des enfants, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on élimine les femmes. Il n'y a aucun homme qui vienne demander à ce qu'on garde ses enfants. Et lorsque vous demandez, j'ai fait l'expérience pour Bangkok, j'avais demandé qu'est-ce qu'il y a pour la garde des enfants. On m'a envoyé un lien vers un truc qui se trouvait très très loin du lieu de la réunion. Je n'allais pas mettre mon gamin là-bas. Là, pareil, il y a une réunion, c'est à Riga, bientôt. Et donc, je demande qu'est-ce qu'il y a pour la garde des enfants. Et alors, on me renvoie comme réponse, au bout de 3 semaines, il faut payer 1 000 € pour 4 jours de garde. Et alors, ils ont trouvé une personne, c'est un monsieur, avec toutes les histoires qu'on entend. Je n'accuse personne, mais c'est juste que je ne vais pas laisser mon gamin à un monsieur que je ne connais pas, qui est super diplômé en psychologie de je ne sais trop quoi, mais bon, et ça me coûterait 1 000 €, quoi. J'ai répondu à la nana, moi, j'ai pas ce fric, et je ne vais pas laisser mon fils à un homme. C'est pas possible, à un homme que je ne connais pas du tout. Et puis, elle me dit, oui, on va soulever ce point-là à la task force. Je dis, mais c'est quand même incroyable que pendant 7 ans, il y a eu une task force sur la question du genre, la discrimination des femmes, et que vous osiez encore aujourd'hui proposer des réunions à Perpète-les-Oies sans garde pour les enfants. C'est comme ça qu'on élimine les femmes, en fait. Sandrine Rousseau, vous vouliez réagir? Tu voulais réagir? Oui. Alors, désolée parce qu'on casse tout votre plan là, mais bon, voilà. Les femmes ont le micro et ça casse tout. Non, je voulais juste te dire qu'on a aussi nous-mêmes une espèce de rapport à la politique à changer. Et ça renvoie à ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, la figure de politique en France, c'est le tribun. C'est-à-dire, c'est celui qui parle très fort, qui parle avec des grands gestes, qui va chercher le bout de la salle comme ça, ou qui s'invective par tribune interposée dans des meetings, etc. Et en fait, je dis toujours ça, et peut-être me l'avez déjà vous entendu dire, mais le féminin de tribun, c'est tribune et c'est la table. Et en fait, tant qu'on sera dans cet exercice-là de la politique, c'est-à-dire un exercice tribunicien, alors les femmes n'auront pas leur place. Ou alors elles l'auront de manière marginalisée, ou alors elles l'auront quand elles auront une voix grave et des bottes pour taper bien fort. Et en fait, c'est à nous aussi de déconstruire notre image et notre rapport à la politique pour ne pas imaginer qu'il y ait un sauveur, mais qu'en fait, l'avenir sera à une démocratie, à des équipes, à de la transversalité, à de l'empathie, à de l'altérité, et non pas juste à un sauveur omniscient qui sait tout, qui a des gros muscles et qui nous en impose. Tout à l'heure, Sandrine, tu parlais de santé mentale. La santé mentale et le lien avec la crise climatique, il est fort. On parle beaucoup d'éco-anxiété, enfin beaucoup, ça dépend, mais certains en parlent beaucoup. Il y a aussi toute la question des traumatismes qui sont liés quand on vit des événements climatiques extrêmes, des incendies. Si vous avez déjà vécu une canicule à Paris, ça peut créer des effets sur la santé mentale. C'est extrêmement bien documenté d'ailleurs dans le rapport du GIEC. Et ces épisodes traumatiques, ces épisodes d'anxiété, ils peuvent aussi accroître les violences. On sait que les violences, ce sont essentiellement les enfants et les femmes qui les subissent. Donc en fait, comment est-ce qu'on arrête ce cercle vicieux qui fait qu'on crée toujours plus de réchauffement climatique, qui accroît la violence et qui est comme ça une sorte de cercle infini? Déjà, en voyant ce cercle, là, moi, j'ai une mission d'information. Je travaille sur une mission d'information pour l'Assemblée nationale sur la psychiatrie en France. Alors, je fais du coup le tour de tous les hôpitaux psychiatriques à peu près de France et je rencontre énormément d'acteurs de la santé mentale d'une manière générale. Et en fait, il y a un chiffre qui revient non-stop qui est qu'il y a 60% de plus de tentatives de suicide chez les 15-25 ans qu'il y a 4 ans. Donc en 4 ans,
les 15-25 ans ont augmenté leur tentative de suicide de 60%. C'est un chiffre qui devrait être à la une de tous les journaux, qui devrait nous interroger de partout, etc. Quand on interroge les professionnels du secteur, ils nous disent qu'il y a 3 explications selon eux majeures à ça. C'est les violences intrafamiliales, les violences de couple, etc., les violences sexuelles. 2, le harcèlement en ligne. Et 3, l'éco-anxiété. Et tous nous disent que l'éco-anxiété prend de l'ampleur et que ça monte dans la détresse des jeunes de 15 à 25 ans. Et en fait, qu'une société accepte que des enfants ou que des jeunes en arrivent à un tel niveau de détresse de leur avenir qu'ils préfèrent se donner la mort ou tenter de se la donner plutôt que d'avoir des politiques publiques qui rassurent ces jeunes, est sans doute un indicateur de notre mal-être social et de notre folie sociale collective, sans doute bien plus important que n'importe quel autre indicateur. Il est absolument anormal que dans une société, on laisse des jeunes attenter à leur jour parce qu'ils sont éco-anxieux et que cela ne fasse aucune vague, que cela ne perfore pas le débat politique, que cela n'amène pas une ligne, pas un mot de nos dirigeants politiques. Et moi-même, qui pourtant ai réussi par le passé à poser des débats dans le débat politique, des thèmes dans le débat politique, eh bien là-dessus, je n'arrive pas à le faire. Et là, je voudrais vraiment vous alerter là-dessus, c'est que l'éco-anxiété doit être un moteur politique, évidemment, et le moteur d'une révolte politique. Mais quand cette révolte n'arrive pas, ou quand les discours politiques sont trop fermés, quand on entend trop de dirigeants qui n'en ont rien à foutre de notre avenir, des conditions climatiques, etc., eh bien, à la fin, la détresse monte tellement chez certaines personnes qu'elles en arrivent à être auto-agressives et en atteindre à leur vie. Et là, je voudrais vraiment qu'il y ait une prise de conscience là-dessus, parce que c'est une crise sanitaire et on est en train de transformer la crise écologique en une crise écologique majeure due à la non-action, mais en plus une crise sanitaire d'ampleur. Et vraiment, c'est une honte absolue que notre gouvernement n'entende pas la détresse de ces jeunes qui s'expriment au point d'aller jusqu'à la tentative de suicide. On va en terminer avant de passer aux questions du public par cette question que je vous pose à toutes les 3, donc prends la parole qui veut. On est quand même dans un moment de backlash, de retour en arrière sur l'écologie, à la fois dans la sphère médiatique et politique et dans toutes les autres sphères, ce qui peut être un petit peu désespérant. On l'a bien compris, justice climatique, biodiversité, égalité, tout ça, c'est des sujets qui sont parfaitement consubstantiels. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de combats à gagner justement dans les combats féministes? Il n'y a pas plus de batailles à remporter aujourd'hui dans le féminisme? Et est-ce que ce n'est pas un terrain qu'il faut plus investir maintenant pour régler en fait, de manière contingente aussi la crise climatique? Est-ce que ma question est absolument incompréhensible? On peut gagner des choses dans le féminisme en ce moment, est-ce qu'il faut y aller? C'est quoi pour résumer ta question? C'est ça. Parce qu'en fait, si on n'a que quelques minutes, c'était pour ça. Tu veux que je répète la question? Non, résumé, ouais. Résumé. Non mais en gros, l'écologie aujourd'hui, ça marche pas très bien, à la fois au niveau politique et médiatique. On voit que le gouvernement ne parle plus de ça. On voit qu'il y a beaucoup de recul, de retour en arrière. En fait, des choses qu'on pensait atteintes, en fait, et on est en train de revenir dessus. Et il semble, enfin en tout cas c'est l'impression que moi j'ai, qu'il y a plus de choses à gagner aujourd'hui dans les combats féministes, qu'il y a une lutte qui porte mieux. Il y a des porte-voix qui sont plus puissants aussi dans le féminisme aujourd'hui. Oui, maintenant je comprends mieux. Sinon, on passe direct aux questions, hein, si vous trouvez tout ça nul. C'est très bien. En fait, c'est le fil conducteur de tout ce que je disais jusque-là, dans le sens où quand on parle à la racine du défi climatique, du coup, on comprend que les personnes qui portent du coup le féminisme, l'antiracisme, etc., sont à la racine même en fait du défi climatique, puisque s'il n'y avait pas ces discriminations, s'il n'y avait pas ces systèmes d'oppression à la base, donc toutes ces personnes-là qui travaillent pour la justice sociale, justement, pour moi, c'est les premières personnes écolos. Parce que s'il n'y avait encore une fois pas ces oppressions et ces systèmes de domination et de discrimination de base, il n'y aurait pas en fait l'oppression du vivant, il n'y aurait pas d'urgence climatique. Donc c'est peut-être pour ça, c'est un des éléments de réponse en effet de pourquoi elles sont plus entendues aujourd'hui, parce que
un des éléments de réponse, ce serait ça, parce qu'en fait, c'est des paroles qui sont à la racine même du défi climatique, et en plus, c'est celles qui sont connectées à la réalité aujourd'hui, les discriminations, etc. On le sait que l'écologie, tout ce qui est l'urgence climatique, on le sent avec les canicules, etc. Mais quand vous parlez à des femmes, des personnes racisées, des personnes dans les milieux populaires, classes sociales, qui ne sont pas privilégiées, en fait, l'urgence climatique, ils la vivent autrement. Ils la vivent à travers les injustices sociales. Et donc, en fait, c'est pour ça que ces leaders-là vont parler directement comme moi je le fais, comme les impactrices le font. C'est pour ça que nous, on dit les nouvelles leaders du climat, c'est qu'on ne va pas parler zéro déchet ou planter des arbres ou du carbone, etc. On va parler d'antiracisme, de féminisme et de prendre sa place dans ces tables de décision pour justement enlever les biais, avoir des solutions et des narrations qui soient du coup issues de ces réalités-là, pour qu'elle soit connectée en fait à la réalité de la plupart des gens. Et donc le deuxième élément de réponse aussi, c'est aussi d'avoir une diversité de voix dans le mouvement de la transition écologique et du climat. C'est ce qu'on prône du coup depuis 2017 avec les impactrices, c'est qu'aujourd'hui on voit dans le mouvement climat ou de la transition écologique, ça reste toujours les mêmes personnes, enfin le même profil et catégories de personnes qui portent ces voix-là. Du coup, des personnes blanches avec un bagage socio-économique, culturel important. Et clairement, moi, je ne me vois pas. Et pourtant, je suis depuis 2006, encore une fois, dans ces milieux-là, et je ne me sens pas représentée. Et c'est pour ça que les impactrices existent, c'est de créer cet espace-là pour cette diversité de voix-là, qui sont en plus celles des premières personnes qui sont impactées. Et donc, du coup, je pense que s'il y avait aussi plus de diversité de voix, plus de narration aussi, qui soient connectés aux enjeux de justice sociale, ça accélérerait aussi les enjeux écologistes, etc. Mais du coup, il faut intégrer ces thématiques avec les voix qui les portent. Merci beaucoup. On va sans doute... tu voulais réagir ? Moi, je ne vois pas trop ces fenêtres-là qui sont ouvertes pour le féminisme, en fait. Je ne les vois pas. Et moi, je pense, à chaque fois qu'on voit une femme émerger, c'est parce qu'elle est mainstream. Si on n'est pas mainstream, on n'a aucune chance d'émerger. Aucune. Et alors, si vous cumulez, on va dire, les tares par rapport au mainstream, si vous êtes femme, vous n'êtes pas blanche, de couleur, vous n'êtes pas bac plus machin truc, vous n'existez pas. Vous allez exister uniquement si vous êtes au service du mainstream. Donc du coup, moi je ne vois pas du tout, en fait, par rapport à ta question, les portes qui s'ouvrent. Si je peux juste rebondir, parce que c'était exactement ça, et comme tu parlais d'Overton, c'est pour ça que je dis que je suis là depuis 2006, que l'association est là depuis 2017. Au départ, d'ailleurs, on parlait de zéro déchet. Hein. J'avoue, on est passé par là. C'était 2017. C'était 2017, il y a notre papesse Bea Johnson, etc. Mais c'est très important, hein, parce qu'à ce moment-là, il y avait Canal+ qui m'appelait, il y avait plein de journalistes et tout ça, parce que j'étais validée. Parce qu'on revient au truc, comme c'est une société patriarcale, raciste, etc. En fait, tant que j'ai les mots, les propos, les narrations qu'on veut, au moment aussi on le veut, il y a aussi une question de temporalité. C'est pour ça, encore une fois, que je redis les dates, parce que je me dis qu'un jour, on viendra, on mettra enfin la lumière plus les impactrices. Mais en fait, tant qu'on n'est pas plus mainstream, il faut attendre. Et donc, du coup, en 2017, tout le monde m'appelait, j'avais fait des revues, etc. Mais dès lors que j'ai eu mes déclics, et notamment sur l'antiracisme, c'est arrivé en 2020 avec la crise du Covid, avec George Floyd, avec, du coup, vraiment l'accélération de la prise de conscience sur l'écoféminisme aussi. Et là, ma narration aussi, quand je parle, c'est plus compliqué ce que je dis. Et les personnes, les nouvelles leaders du climat qu'on trouve au sein des impactrices, en fait, la narration elle est plus compliquée que de planter des arbres ou compensation carbone, etc. On dit que non, c'est le féminisme, l'antiracisme, la justice sociale qui va nous sauver, en fait. Donc c'est plus compliqué à entendre et du coup, il faut beaucoup plus de temps. C'est pour ça que nous, on a un média, on a un festival aussi le 27 avril à l'Académie du climat, d'ailleurs, si jamais. On parlera de l'équilibre santé mentale et économique pour les femmes et personnes engagées dans le climat. Et on a des formations. Et on est obligé d'avoir tout ça pour parler et démocratiser ce qu'on dit, encore là, en 2024.
Merci. Juste, peut-être un mot là-dessus. Je pense qu'après, on va passer une aux questions. expérience que parce j'ai vécue il y a 1 an et demi, je crois. À un moment donné, une journaliste m'appelle pour me dire tu réserves cette date-là dans ton agenda, dans ton calendrier, parce que il va y avoir une très grande émission sur une chaîne publique à 1 heure de grande écoute, etc. Et on aimerait avoir quelqu'un qui parle de solutions, et toi, tu en parles bien, blablabla. Ok, je réserve la date. Et puis, à un moment donné, la date approche. Je me dis, c'est bizarre, ma papa, je dois avoir un briefing. Si c'est aussi important, il faut que je me prépare. Je rappelle cette journaliste et puis elle me dit, finalement, en fait, tu es trop radical, toi, et du coup, ça passe pas, quoi. Tu passes pas. Et donc, ils ont choisi quelqu'un d'autre qui passait. C'est ça la réalité, en fait. C'est ça la réalité, c'est ça le quotidien. Ça, moi, je le vis en tant que scientifique, mais je pense du côté du business, du côté de la politique, c'est pareil. C'est tout le temps la même chose. Et après, parce que cette journaliste-là, je lui dis, moi, je ne suis pas du tout radicale. Moi, je te parle des choses comme elles sont. Elle fait, oui, je sais très bien, mais en fait, non, on veut quelqu'un, justement, ils ont invité quelqu'un qui a parlé de quand elle allait courir dans la forêt, elle voyait les arbres, parce que j'ai regardé après l'émission. Donc, forcément que je n'aurais pas dit ça. Ouais, mais c'est ça. Et c'est encore ça aujourd'hui. Et attends juste une seconde, c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas une diversité. C'est aussi les freins. Pourquoi on ne voit pas une diversité de voix pour le climat, des visages qui nous ressemblent. C'est à cause de tous ces freins-là. Et une accumulation aussi liée aux discriminations parce qu'on est des femmes, etc. Rapidement, Sandrine Rousseau, pour nous redonner espoir avant qu'on passe la parole au public. On va quand même finir sur une note optimiste. Moi, quand j'ai pas le moral comme ça, je me dis qu'en France, il existe plus de végétariens que de chasseurs, et qu'en fait, c'est quand même des chiffres qu'on se dit pas suffisamment, et que moi, je vois quand même dans le monde politique, il y a quelque chose de très profond qui est en train de se passer, et en fait, les leaders sont en train de se faire déborder par leur base, et on le vit très concrètement dans mon parti ces derniers jours-là, et je pense que vraiment, il y a quelque chose qui est en cours, et qu'aujourd'hui, on essaye encore de mettre le couvercle dessus, mais que ça ne fait que progresser et que ça va finir par renverser la table. Voilà. C'est l'heure des questions. J'imagine que vous avez plein d'interrogations, donc n'hésitez pas à lever la main. Bonjour à toutes et à tous. Juste une réflexion par rapport au discours là, sur l'éco-anxiété. Et vous disiez que du coup on n'en entendait pas parler, que c'était pas pris en compte par les médias, donc notamment sur le suicide des jeunes. Moi je me pose la question, quel est le rôle des médias aujourd'hui? Enfin, on a sans doute la réponse dans notre tête, mais voilà, le rôle des médias aujourd'hui pour aussi faire passer ces idées-là et montrer cet état un peu catastrophique quand même de cette jeunesse-là. Et c'est juste un constat. Et un autre sujet que j'ai pas trop entendu parler ni ce matin avec la première conférence, et quelque chose que j'entends pas trop parler en tout cas dans les assemblées, c'est aussi le monde de l'entreprise. On parle du monde politique. Pour moi, le monde politique, malheureusement, un monde politique, institution, 5e République, etc. Moi, j'y crois plus. Malheureusement, j'y crois plus. Mais je crois au monde des entreprises. Et il existe aujourd'hui tout un mouvement, la Convention des entreprises pour le climat, où il y a aujourd'hui 150 entreprises, 50 milliards de chiffre d'affaires qui sont aujourd'hui, qui représentent ces entreprises-là, qui sont en véritable mouvement de transformation systémique. Et voilà, moi je crois à ces gens qui prennent des risques financiers, qui croient à l'avenir de la planète et à leurs employés demain. Voilà, moi je crois vraiment à ça. Donc je voulais faire passer le message en tout cas qu'il y a des choses positives et un mouvement en profondeur qui est en train de se passer dans le monde des entreprises et j'espère demain dans le monde politique. En tout cas, j'ai espoir du monde politique, mais malheureusement, aujourd'hui, l'urgence, c'est maintenant, c'est pas dans 3 ans, dans un nouveau changement de présidence, etc. C'est maintenant qu'il faut agir, maintenant. Je me permets peut-être de répondre sur les médias, puisqu'on a un double média finalement aujourd'hui. À la fois, nous à Vert, effectivement, c'est des sujets qu'on porte au quotidien, puisqu'on est spécialisé là-dessus. Libération, je me permets de parler au nom de Maud, mais c'est aussi des sujets qui montent dans les médias généralistes. On a été plusieurs à lancer notamment une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été signée par 200 médias, 2000 journalistes. Donc en fait, il y a quand même un mouvement un peu de fond qui se passe aussi dans les médias, même si on a l'impression que c'est pas encore ultra transversal et que certains médias sont un peu à la traîne.
Il y a évidemment une responsabilité des médias qui est absolument majeure dans le fait de porter à la connaissance des publics tous ces enjeux-là et d'exposer aussi les solutions. Parce que justement, si on reste prostré dans des constats déprimants, il est évident que les gens vont se détourner de l'information et rester dans des groupes Facebook un peu chelous. Donc non, mais il est absolument urgent qu'on porte ces solutions aussi dans le débat public. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en fait en tant que journaliste à la fois spécialisé sur ces enjeux-là à Vert, mais aussi grâce aux confrères et consoeurs des médias généralistes et de bonne volonté. Et je permets de compléter côté Libé, merci beaucoup d'en avoir parlé. Le climat Libé Tour, c'est exactement ça. On est depuis l'année dernière dans 6 villes de France. Cette année, on est dans 8 villes de France. Si on organise un événement comme le climat Libé Tour avec Banlieue Climat, c'est justement pour avoir des représentations qui sont différentes. Et c'est un énorme travail, mais on est en train de le faire en ce moment. Et je ne sais pas si c'est représentatif de tous les médias. Mais en tout cas, ça représente, moi à mon échelle, je programme tout l'événement avec Vert, avec Pioche, avec d'autres journalistes. Ça représente 70% de mon emploi du temps à 70 heures, 90 heures par semaine. Donc oui, en fait, c'est en train d'arriver et c'est en train de changer. Et sur l'entreprise, il y avait un article qui a été publié dans le supplément. Il y avait Pascal Demurger qui était sur la table. Donc oui, en fait, on essaye de mettre le maximum de personnes possibles sur la table en termes de métier, en termes d'origine, en termes d'origine politique aussi. Et c'est très dur d'avoir la droite autour de nos tables sur l'écologie. Non mais vraiment, parce qu'en fait souvent on nous dit bah oui mais en fait il y a tout le temps les mêmes personnes. Bah ouais mais en fait la droite ne nous répond pas. Enfin on a souvent des noms. Voilà, je vous laisse. C'est peut-être sur la partie entreprise. Ouais. Enfin, juste ouais, c'est vrai. Tu fais un tour des questions Je réponds. Non, et j'ajoute en passant le micro qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que les médias qui font bien le taf sur l'écologie, comme Libé ou Vert, se portent extrêmement bien. Donc comme quoi, on peut parler d'écologie et bien gagner sa vie et porter de plus en plus fort. Une question ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce débat. Moi, j'avais une question parce qu'on a beaucoup parlé d'écologie, de féminisme et de décolonialisme. Et c'est vrai que quand on regarde aussi la répartition des émissions carbone dans cette approche un peu intersectionnelle, en prenant en compte les classes sociales, au-delà de la dichotomie homme-femme et nord-sud, c'est surtout aussi X% des plus riches qui polluent énormément. Donc, dans cette perspective de lutte et de transition ou bifurcation écologique, peut-être aussi prendre en compte cette dimension sociale me paraît intéressante. Et également, en fait, dans les représentations de masculinité, je pense qu'il y a aussi une variable de classe sociale qui est assez importante, parce que quand on parle de masculinité hégémonique, etc., on a souvent en tête des références qui sont issues beaucoup aussi des classes populaires, c'est-à-dire tout ce qui est barbecue, chasse, c'est la ruralité aussi un peu populaire. Il y a aussi tout ce qui est, on a vu l'été dernier avec les émeutes, ça a été très critiqué que ce soit encore des hommes qui cassent des vitrines et tout, mais c'était aussi des gens issus des quartiers populaires et c'était une forme d'expression politique à mon sens. Donc c'était aussi ça, interroger la masculinité quand on critique certaines formes de masculinité, essayer aussi d'avoir une vision sociale sur de quelle masculinité on parle. Et pour conclure ma question, qui est une question un peu ouverte, c'est vous avez parlé en dernier lieu des nouvelles formes de masculinité un peu plus déconstruites, douces, tout ça, et aussi là interroger la variable classe sociale, parce que souvent c'est aussi des gens qui sont issus des classes supérieures, qui justement ont une approche déconstruite parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont lu tous les livres qu'on connaît, et interroger aussi dans quelle limite cette masculinité elle remet réellement en cause le domaine, le patriarcat, parce que c'est aussi des hommes qui eux-mêmes des fois se disent victimes du patriarcat, etc. Donc aussi interroger cette dimension sociale et voilà. Merci beaucoup. Qui veut répondre Merci pour les 28 questions alors qu'il reste 5 minutes. On va en prendre encore 2. Désolé, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais on sera à portée de discussion après. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'ai une question aussi, je ne sais pas si on peut y répondre très facilement, mais
Je me pose souvent la question entre le temps qu'il faut pour déconstruire beaucoup de schémas sociaux, de schémas de domination, etc., et l'efficacité politique qu'il faut et le temps qui nous reste aussi. Comment est-ce que vous voyez justement l'alliance entre le temps qu'il faut pour déconstruire les choses et l'efficacité politique, la convergence des luttes qu'il faut avoir pour traiter efficacement le problème? Et peut-être ouais, une dernière. Pardon, qui veut poser une question? Alors, il y a ce monsieur oui, qui m'avait alpagué tout à l'heure, pardon. Not all men, mais quand même quelques men, s'il vous plaît, posez des questions. Bonjour, donc peut-être une question plus pratique de politique publique, notamment au niveau des collectivités des départements. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une baisse des recettes des collectivités, des régions, des départements suite à des changements fiscaux majeurs. Donc, j'aimerais savoir comment on va financer les principales opérations de solidarité, notamment pour les parents d'enfants handicapés mentaux que Sandrine Rousseau rencontre actuellement. Donc, je pense à des prestations comme la PCH, l'allocation adulte handicapé, que touchent les familles de personnes que Sandrine Rousseau a pu rencontrer en psychiatrie aujourd'hui. Et en plus, elle a la chance d'avoir des proches, je pense à des gens que j'estime beaucoup comme Hélène Debost, qui travaillent sur ces questions-là dans la Sarthe et qui font un travail formidable dans les départements. Je pense aussi à une personne comme Omblin Carion au niveau de Nantes, avec très peu d'argent en fait, au sein des départements en fonction de ce qu'on aurait vraiment besoin pour mener des vraies politiques sociales et aussi des politiques écologiques, puisque les départements agissent sur la question climatique aussi. Sandrine Rousseau, peut-être sur la première, peut-être un peu la deuxième aussi. Alors je vais répondre sur la question du barbecue, de la chasse, sur le temps de la déconstruction et bon, sur les AESH et les allocations adultes handicapés. Alors, sur la question du barbecue, alors déjà, je voudrais quand même dire que la masculinité est construite dans tous les milieux sociaux. Il y avait un slogan des féministes des années 70 que moi j'aimais beaucoup, qui était « Ouvriers de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ». C'est-à-dire que, quelle que soit la classe sociale, à la fin, qui lave les chaussettes, c'est les femmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la masculinité n'est pas perçue de la même manière selon qu'elle est dominante ou dominée. Et qu'en fait, la masculinité des personnes racisées est souvent considérée comme dangereuse, y compris pour les hommes des milieux dominants. Et donc, il y a tout un croisement. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, et on l'a vu avec les émeutes à la suite de la mort de Naël, la masculinité dans les classes dominées était considérée comme extrêmement dangereuse. Mais je rappelle que même chez les dominés des dominés, il y a plus dominé encore, c'est la femme, quoi. Voilà. Donc oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que tous les débats qu'on a eus sur le colonialisme, enfin, sur le féminisme, etc., ça n'est pas indépendant des questions sociales. Et les uns n'effacent pas les autres. Mais on n'a pas le même vécu et la même position, et je vais prendre du coup le féminisme comme ça, mais selon que l'on est femme ou homme, à même niveau de revenu, à même capital social, à même niveau de diplôme en fait. Donc les deux s'additionnent et il faut le voir là-dedans. Est-ce qu'on a le temps de la déconstruction? Alors je vais vous dire un truc, non, on n'a pas le temps de la déconstruction. On n'a pas le temps de prendre par la main chacun et chacune en disant « Oh bah par contre, t'es un peu vexé par ce que j'ai dit là, excuse-moi. Bon alors attends, je vais t'expliquer. » Non, on n'a pas le temps de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir nous entendre à un moment, quoi, en fait. Et que c'est un rapport de force, en fait. C'est pas juste un truc de mauvaise explication, c'est que là, on est dans un rapport de force et il y a une adversité, il y a une conflictualité. Et moi, je pense qu'il faut assumer ce caractère de conflictualité, parce que ça n'est pas vrai que ceux qui comprennent pas ont juste pas les arguments. S'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas comprendre, qu'ils ne se donnent pas les moyens de comprendre, et donc ce sont des adversaires politiques, et qu'il faut l'assumer comme ça. On peut en convaincre certains et en faire venir, mais je pense qu'il faut aussi assumer l'adversité. Dernière chose, sur les politiques publiques, je rappelle que là, Emmanuel Macron est en train de changer la France de manière radicale, en cassant de manière méthodique, pan après pan, tout le système social qui a été construit patiemment et à force de rapports sociaux, justement, et de rapports de forces sociaux à l'issue de la guerre. Et qu'en fait, ils utilisent aussi la question du soi-disant identité, de soi-disant du wokisme, pour masquer ce qui
ce qu'ils sont en train de faire, qui est profondément de détruire brique après brique ce qui est commun dans notre société. Et quand vous n'avez plus de commun de politique publique, ce qu'il vous reste, ce sont des identités. Donc ce qu'il fait est extrêmement dangereux. Voilà. Du coup, moi aussi, je reprends, en effet, tu as dit beaucoup de choses, juste pour compléter. Ce n'est pas, en effet, quand je parlais des 3 mots racines, il faut savoir que, en réponse, c'est bien les enjeux de classe, de genre et de race à l'intersection. Capitalisme, patriarcat et colonialisme, en fait, c'est cette intersection-là. Donc pour moi, en tout cas, ou dans notre travail, ce que je fais et avec les impactrices, tout est interconnecté. Et donc du coup, comment dire, je peux faire le lien avec l'enjeu du temps. En effet, c'est très dur d'avoir le temps de déconstruire tout. Je rejoins tout à fait ce qu'elle a dit, Sandrine. C'est très dur et on n'a pas le temps. Mais c'est exactement mon propos. C'est pour ça qu'il faut une diversité de voix. On est en 2024. Il n'y a pas du tout cette diversité. Il reste une hégémonie dans toutes les organisations, dans toutes les sphères de la société, même celles qui veulent faire bouger les choses. Ça reste toujours les mêmes personnes, même catégorie de personnes, en grande majorité. Parce que, du coup, là, on l'a dit aussi avec Yamina, c'est qu'on n'est pas prêt encore à entendre des voix comme les nôtres. Donc il faut vraiment comprendre que oui, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de déconstruire les autres, mais il y en a qui sont déjà, puisque c'est l'expérience même de nos vies, on existe. Donc on devrait être intégré directement dans ces sphères pour du coup avoir, de par cette diversité de voix, d'expériences, réduire les biais, parce que nous aussi on en a des biais, mais en tout cas réduire ces biais-là par cette diversité. Et c'est dans ce sens-là, c'est dans cette action-là, par cette diversité de voix, par cette diversité de profils. Et je fais vraiment un shoot au tokenisme aussi. C'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 personnes racisées dans le mouvement climat et tout que ça y est, c'est de la diversité. Non. Donc du coup, c'est vraiment par cette diversité de voix et d'expériences qu'on y arrivera ensemble en fait. Parce qu'on va créer de l'innovation, on va créer des solutions, on va créer des narrations ensemble qui sont connectées et qui parlent au plus grand nombre. Et aujourd'hui, en 2024, non, on n'y est pas encore. Donc voilà, c'est ma solution pour gagner du temps, cette diversité de voix-là. Et pour les bonnes nouvelles aussi, parce que c'est vrai que j'ai souvent l'impression de casser un petit peu l'ambiance, parce que je suis obligée, pour pouvoir parler de mes actions et de en quoi concrètement je travaille et tout, je suis obligée de poser les bases. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'encore en 2024, on n'a toujours pas compris, encore plus en France, cette intersection entre justice sociale, justice raciale, justice féminisme et écoféminisme, comme réponse clé pour le défi climatique. Et on ne peut pas faire sans ça, parce que si les solutions et même les narrations, les discours qui sont faits sans ces prismes-là continuent ainsi, en fait, on le fait aux dépens de nous. Et c'est pour ça que je rappelle notre mantra qui est, si on n'est pas dans ces tables de décision, et le « on », vous pouvez mettre personnes racisées, personnes de classe populaire, les femmes, etc. Si on n'est pas dans ces tables de décision, de narration et de solution, on est au menu, ça se fera contre nous. Le réarmement démographique, c'est contre nous, quoi. C'est parce qu'on n'est pas dans ces sphères-là, c'est des personnes qui n'ont pas d'utérus qui créent les lois, qui créent les narrations, qui créent les récits. Moi, de mon domaine, du coup, c'est le mouvement climat. Faire bouger un peu le mouvement climat pour qu'il soit plus juste, plus inclusif. Et c'est comme ça qu'ensemble, on sera plus innovant. Sinon, oui, on perd du temps. Là, des années 80-90, avec des Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, etc., qui exotisent l'écologie, on a perdu des décennies entières. Et là, j'espère, avec le mouvement climat aujourd'hui, qu'on va l'accélérer en incluant cette diversité de voix-là et en ayant le courage et l'audace de comprendre ces 3 prismes-là. Parce que oui, c'est pas facile, ça peut être clivant, ça casse l'ambiance, mais en fait, c'est la seule réponse face à l'urgence climatique. Et du coup, pour finir sur les bonnes nouvelles, puisqu'on est obligé de parler de ces constats, on casse l'ambiance, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Parce que il est temps de conclure. Des bonnes nouvelles. En tout cas, chez les impactrices, on en a tous les jours, puisque, comme je vous ai dit, on a un festival chaque année. Là, c'est la 4e édition. C'est ici au
à l'Académie du climat. D'ailleurs, il y aura Juliette qui modérera une de nos tables. On a aussi co-créé la fresque des écoféminismes et tout. Donc, il y a des actions quand même. Il y a des gens qui se bougent et qui créent des outils pour, du coup, accélérer la transition écologique. Donc, voilà. Je vous inviterai juste pour les bonnes nouvelles à aller voir notre site internet, nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et Yamina, le petit mot de la fin. On doit prendre le pouvoir. Ça tient en 3 mots. Merci beaucoup à toutes les 3 pour ces réflexions absolument passionnantes. Merci à vous, public, d'avoir été si nombreux. Merci à Libé pour l'organisation de ce très beau festival. Vous pouvez nous retrouver sur vert.eco pour vous inscrire et suivre l'actualité de la newsletter ou sur les réseaux sociaux Vers le Média. Merci beaucoup à toutes et tous.